Bonjour à tous et donc bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur la démarche de transformation Lean, digitale et agile. Cette webconférence donc sera présentée aujourd'hui par Michael Sylvestre qui est Black Belt Lean et Nicolas Stéphanopoulos qui est Black Belt Lean et Master Black Belt Lean Sigma. Alors moi je me présente, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing digital au sein d'XL Group. Donc pour ce qui est des questions, sachez que vous pourrez poser vos questions tout au long de la session, donc via le module de chat. En fait, c'est le module de conversation là où beaucoup de personnes ont déjà dit bonjour. Sachez également que pour le confort de tous, les micros de vos ordinateurs ont été coupés pour éviter qu'il y ait des interférences. Je vous demande également, s'il vous plaît, de ne pas activer vos caméras pour éviter aux personnes qui n'ont pas beaucoup de réseau d'être limitées pour voir les slides. Voilà. Donc, concernant également les slides et le replay, sachez qu'ils vous seront transmis d'ici lundi ou d'ici début de semaine prochaine par mail. Donc, brièvement, je vais vous présenter la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 30 ans et nous avons une antenne à Paris, à Grenoble et à Rennes. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Nicolas et à Michael. Et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Merci Camille et bonjour à tous. Merci de nous faire confiance. Je reconnais quelques personnes autour des participants. Merci d'être là. Donc, Michael Sylvestre, je suis consultant manager chez XL depuis un peu plus de 3 ans. J'ai dans le passé 15 ans d'expérience sur le terrain en tant que responsable de production, qualité et supply chain en opération, et puis 5 années complémentaires en système d'information et développement de projets informatiques. Donc voilà, cette double casquette-là, elle m'amène aujourd'hui à être devant vous pour vous parler d'un peu de Lean, parce que quand même, il y a de beaux restes derrière notre démarche Lean et le Lean a de beaux jours devant lui, et parler aussi d'agilité qui est en lien avec le digital, qu'on verra dans un troisième temps. Mais avant ça, je vais laisser Nicolas nous présenter un petit peu les enjeux sociétaux auxquels font face les organisations et on verra ce que ça impacte dans nos démarches de transformation. Nicolas, c'est à toi. Bonjour à tous. On va attaquer par, je dirais, une vision globale de la société. Et on va vous parler de transformation aujourd'hui. Et en fait, ce besoin d'évoluer et de changer devient de plus en plus important et de plus en plus urgent. Donc, en fait, la perception du monde commence à changer dans les yeux de toutes les générations. D'autant plus sur les nouvelles générations, les personnes les plus jeunes, les générations Z. On peut se rendre compte que les ressources, elles sont de plus en plus limitées. D'accord, on a des ressources naturelles qui se raréfient. Pour les gens à aller travailler, souvent, c'est plus un besoin que réellement un vrai sens dans leur vie. Et puis, il y a plein de choses qui se passent, des événements naturels. On a eu les écoulements, on a le Covid, on a plein de choses qui arrivent. Donc, réellement, ça remet en question le fonctionnement des entreprises et surtout comment donner du sens à ce que font les entreprises. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui se passe en dehors et qu'on peut voir. Alors, à côté de ça, depuis quelques années, maintenant depuis une vingtaine d'années, on a une vraie révolution digitale qui est en train d'apparaître. On a commencé dans la fin des années 90 avec ces téléphones portables. Et puis maintenant, on commence à avoir des objets connectés. Tout devient plus digital. Donc, comment suivre ce monde-là qui est remis en question de plus en plus vite tous les jours. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et en fait, comment le Lean et comment le digital peut réellement vous aider dans les transformations que vous allez pouvoir mener au sein de votre entreprise. Un point important aussi, c'est que pendant pas mal d'années, un autre changement important, c'est que le monde est vraiment basé sur une société de consommation. Donc, pendant plein d'années, je dirais, c'était on consomme et plus on consomme, mieux c'est. Donc, on fabrique, on rajoute une marge et on vend.
Maintenant, on commence à rentrer dans une autre manière de penser en se disant concrètement, comment on peut utiliser au mieux les biens qu'on a. Donc, c'est des choses qui commencent à arriver. C'est sûr qu'on est encore dans une société de consommation, mais en tout cas, on commence à voir tout ceci changer et évoluer progressivement. Donc, on rentre dans un monde, en fait, on s'en rend compte jour après jour, qui est de plus en plus volatile. Donc, tout est instable. Comment planifier quelque chose? Alors, s'il y a 20 ou 30 ans, quand on travaillait dans une boîte, personnellement, j'ai beaucoup travaillé dans l'automobile, on savait un petit peu les programmes, comment ça allait arriver, comment ça évoluait. Maintenant, faire des prévisions, ça devient de plus en plus difficile. Donc, déjà qu'une prévision à la base est fausse, mais maintenant, elles sont de plus en plus fausses. Donc, ça nécessite de réécrire un petit peu le logiciel des entreprises. Alors, non seulement ça bouge de plus en plus, mais en plus, c'est de plus en plus difficile. Les choses sont de plus en plus complexes. Les gens sont de plus en plus connectés. Et il y a de plus en plus, je dirais, de facteurs qui permettent d'influer et qui influent réellement sur le fonctionnement du monde. Donc, les solutions qu'on avait auparavant, qui étaient assez stables et qu'on pouvait mettre en œuvre, maintenant, elles fonctionnent de moins en moins. En tout cas, il va falloir aller chercher des choses différentes pour avoir des résultats différents. Donc, on fait vraiment face, je dirais, à un monde qu'on appelle VUCA, donc qui est volatile, qui est de plus en plus incertain et complexe. Et puis, c'est ambigu, quoi. Trouver des solutions, c'est difficile. C'est pas du noir, c'est pas du blanc. Il va sans doute aller chercher les bonnes nuances au bon moment et s'adapter très rapidement. Donc, le lean, en fait, dans tout ça, quelle est sa place? En fait, le lean, il a commencé longtemps déjà en prenant en compte que ce qui était important, c'était de pouvoir répondre aux besoins des clients et de besoins du marché. Donc, il fallait absolument s'adapter. Donc, prendre en compte ces changements qui pouvaient être plus ou moins rapides, mais en tout cas, répondre à ce qui avait réellement de la valeur dans les yeux du client. Donc, le lean, en fait, progressivement, rapidement, à intégrer ces notions qu'on verra après qui étaient d'agilité. Donc, sur quoi il se base pour faire ça? Tout d'abord, il se base sur l'état actuel, où c'est qu'on en est. Donc, c'est vraiment la notion de standard sur lesquels les entreprises et une entreprise lean va pouvoir s'appuyer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. Alors, vous me direz, le standard, c'est bien, mais c'est un petit peu l'opposé de là où on veut aller dans un monde qui change de plus en plus et de plus en plus rapidement. Alors, c'est vrai que le standard, un des gros inconvénients du standard, c'est que il est fixe. Donc, tout le but du lean, en fait, on ne va jamais mettre un standard si on va pas challenger cette notion de standard et le changer. Et l'objectif réellement du lean, et c'est pour ça que c'est dans la base, c'est de changer le standard et pouvoir le faire évoluer le plus vite possible en fonction des besoins du client que vous pouvez retrouver dans je dirais, le toit de cette petite maison du TPS ou de la maison. Alors, on s'est appuyé toujours sur d'abord la nécessité de faire un travail de qualité, de faire bon du premier coup. On n'est pas là pour faire vite et pas bien. On est là pour faire bien et vite. Mais pour pouvoir faire vite, il va falloir commencer à faire bien parce qu'on ne veut pas recommencer plusieurs fois les choses et on veut satisfaire nos clients. Donc, on a un gros pilier de conformité à la qualité qui est tout à fait nécessaire pour pouvoir, dans un deuxième temps, passer à cette notion de livraison de résultats à temps. Donc là, on trouve la notion de juste à temps avec des flux qu'on va trouver équilibrés pour assurer un flux continu, des détails de l'eau assez limités. On va essayer de se focaliser sur du flux unitaire et puis quelque chose de tiré qui vient réellement du client, qu'on ne va pas fabriquer quelque chose qu'on nous commande. Donc, pour pouvoir mettre tout ça en place, il y a pas mal d'entreprises qui ont essayé de le mettre en place. Et en fait, ils l'ont souvent attaqué côté outils. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour mettre en place des outils, mais réellement, on est réellement là pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc, les outils ne vont être là que réellement pour nous aider à résoudre des problèmes. Et donc, c'est toute la valeur humaine qui est là, qui est au centre du lean. Et l'homme, il est réellement bon justement pour pouvoir résoudre des problèmes et pour pouvoir avancer et faire avancer l'entreprise. Donc, l'homme
est au centre de cette amélioration. C'est donc en se focalisant sur lui et en développant de vraies valeurs pour l'entreprise que chaque entreprise décidera de définir, que l'on va faire avancer cette transformation. Donc, je dirais des caractéristiques qu'on va retrouver dans des entreprises qui sont lean, d'accord, en termes de valeurs, c'est le respect de la personne. Donc, on ne va pas faire du lean pour tuer des coûts. Non, on va faire du lean pour s'améliorer, pour grandir notre business et pour que chacun puisse s'épanouir. D'accord. Donc, on va se focaliser sur l'amélioration des compétences de nos collaborateurs de manière à ce qu'ils puissent devenir de plus en plus autonomes, avoir de plus en plus, leur donner de plus en plus de moyens et d'autorité pour qu'ils puissent résoudre des problèmes de plus en plus importants. Donc, notre vrai rôle le vrai rôle d'une entreprise lean, c'est vraiment de développer ses compétences humaines. Et c'est ce qui fait réellement un vrai lien entre, au sein d'une entreprise, c'est ces liens et cette intelligence collective dont on reparlera un tout petit peu plus tard. Donc, si vous voulez réellement avoir de la performance, c'est sûr, vous pouvez en avoir sur du court terme. D'accord. Mais la notion de lean, elle apporte beaucoup avec cette notion humaine sur une vision de long terme. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir faire perdurer cette performance au cours du temps. Donc, c'est par la mise en place de pilotage et je dirais d'organisation apprenante où les gens par eux-mêmes commencent à apprendre en résolvant des problèmes qu'on va pouvoir soutenir une performance qui s'adapte réellement aux besoins du marché et aux besoins des clients. Ce qui est en lien entre le lean aussi et les enjeux sociétaux, c'est que le lean va aussi aller chercher le juste nécessaire. Et c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, on est en train de changer on était dans un monde de consommation, on commence à en sortir et c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut utiliser juste au minimum, d'accord, pour ne pas gaspiller nos ressources et les utiliser au mieux. Donc, on va retrouver un petit peu cette racine du lean dans les nouvelles manières de penser et c'est quelque chose de positif. Voilà, ce qui est important, on a vu, c'est que le monde, il est VUCA, il bouge, il est incertain, donc il va falloir s'adapter. Et c'est ce qu'on va retrouver dans Lean, puisqu'en permanence, dans Lean, on va regarder les écarts par rapport à là où on veut être. Donc, si le marché évolue, que les demandes évoluent et que la valeur qu'il y a dans les yeux des clients change, il va falloir que les entreprises puissent s'adapter très rapidement. Et c'est ce à quoi le Lean est réellement, il est conçu pour ça. Donc, on va rentrer réellement le Lean inclut dans ses gènes, dans son ADN, cette notion de culture agile. Merci Nicolas pour la partie Lean. Et effectivement, Nicolas, vous avez décrit un monde qui change de plus en plus vite, ce qui impacte directement la stratégie de nos entreprises. Il y a un petit peu d'écho, non? C'est moi? Ok, c'est peut-être que moi. Ouais, il y a un peu d'écho, moi je l'entends aussi, ouais. Je sens qu'il y a un peu d'écho. Ok, je pense que ça devrait aller mieux. Je vais juste mignorer. Donc, l'objectif, ça va vraiment être de pouvoir s'adapter de plus en plus vite et du coup d'être de plus en plus agile. Et en complément de cette culture Lean, la culture agile, c'est bien ça, c'est de se dire, j'ai une stratégie et je sors du mode de pensée traditionnel que décrivait Nicolas et qui disait, à chaque fin d'année, je revois ma vision à 3 à 5 ans et je définis mon plan stratégique qui va s'exécuter. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelques mois, les stratégies qui étaient définies fin d'année soient toujours valables en cette période un peu compliquée pour tous. Et en exemple, je prendrai, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, un patron d'un grand groupe de chaînes hôtelières qui expliquait que forcément, l'activité étant très touchée par le Covid, que finalement, après la vague, si tant est qu'il y en ait une, on ne sait pas trop quand, c'est sûr qu'il y a des choses qui seront différemment après. Ça ne veut pas dire qu'il faudra tout jeter à la poubelle, ça veut peut-être dire que son marché d'affaires sera peut-être plus, les gens se déplaceront moins parce que Teams, parce que tout ce qu'on fait en ce moment, du coup, il va peut-être falloir repenser et dire peut-être que comme on a des hôtels, il va falloir mettre des réserves, que chaque collaborateur de toute entreprise puisse réserver une place dans un espace, dans un hôtel qui dispose. Ça veut dire qu'il ne change pas complètement de métier, ça veut dire qu'il va pivoter et qu'il va rester sur son parc immobilier, mais il va s'adapter à d'autres modes de consommation et pour le coup, vraiment d'usage, comme le disait tout à l'heure Nicolas. L'usage, c'est pouvoir continuer à travailler de n'importe où. Donc, on est sans arrêt en train de pivoter
Et la notion de pivotement, c'est plutôt que de faire 50 degrés tous les 10 ans, c'est essayer de faire 5 degrés par an et petit à petit être capable de rester en phase avec notre évolution du marché et de ne pas attendre pour se remettre en question. Et ça, ce pivotement, il va être rendu possible justement parce qu'on va être sur des process opérationnels qui sont maîtrisés avec le Lean, comme le disait tout à l'heure Nicolas. Si jamais aujourd'hui j'ai des difficultés pour prendre mes commandes ou si j'ai des difficultés pour exécuter certaines de mes opérations, bah, c'est sûr que quand je vais pivoter, bah, il y aura toujours des petits des soucis dans mes différentes interfaces qui font que je vais avoir du mal à pivoter. Donc ça, c'est extrêmement important et nous, on va se focaliser non pas sur les coûts, bien sûr qu'on va améliorer les coûts, mais on va se focaliser sur les temps de traversée, sur les délais, sur la qualité, sur le bond du premier coup, comme le disait Nicolas. Et petit à petit, on va maîtriser de mieux en mieux nos process. Et bien sûr, tout ça, c'est possible si et seulement si l'ensemble des collaborateurs a compris le sens de tout ça. Et c'est bien ça le mode de pensée Lean et qui se combine très bien avec l'agilité, c'est être capable dans toute l'organisation de se remettre en question tous les jours pour améliorer nos standards, comme le disait Nicolas, et de plus en plus et de plus en plus vite. C'est bien ça le mode de pensée qui sous-tend les deux cultures. Voilà pour la partie agile. Et si vous allez un petit peu plus loin, vous apercevez qu'il y a des vrais points communs. D'ailleurs, je vois qu'on a des personnes d'Iobeya autour de la table. Donc, on a des modèles d'organisation maintenant qu'on appelle basés sur le SAFe, qui en fait décrivent un peu comment doit fonctionner une entreprise agile. Et si vous regardez les valeurs et les outils, vous apercevez la proximité avec le Lean. En termes de valeur, l'humain au centre des projets, je ne pense pas que Nicolas ait dit le contraire depuis le début, bien au contraire. Confiance, solidarité et collaboration, ça va avec le côté intelligence collective dont parlait également Nicolas. Et puis s'adapter et vivre en permanence le changement. Et puis bah, tout ça, ça marche bien si on a des bénéfices pour tous. Et c'est toute l'interrogation que posait tout à l'heure Nicolas aussi dans son introduction. Donc voilà pour les valeurs qui sont quand même extrêmement proches de celles qu'on défend, nous, depuis des années chez XL et qui se combinent très bien entre Lean et agilité. Et puis, on a des outils, les outils qui ont aussi une certaine proximité. Quand on parle de planification participative et dynamique dans l'agilité, on a cette notion de supervision active et d'animation à intervalles courts qu'on a dans le Lean, qui est exactement sur le même principe, c'est d'être collaboratif à fréquence très courte, justement pour planifier de manière très fréquente, et donc des livraisons fréquentes. Vous savez, quand on fait du Lean, on n'aime pas les tailles de l'eau très grosses avec des machines qui font beaucoup de pièces. Mais là, c'est pareil, dans les projets, on n'aime pas faire beaucoup de projets et beaucoup d'actions en parallèle, sinon on ne maîtrise plus vraiment ni le besoin du client parce qu'on est trop loin en termes de délai, trop long, trop rigide pour le coup. Et tout ça, ça marche bien si on est capable de mesurer un peu notre performance. Et ça, c'est dans le dernier outil sur les pourcentages de promesses complétées. Il y a cette notion de mesurer la performance qu'on a aussi dans le Lean. Et puis d'un point de vue visuel, pour ceux qui l'ont connu, le croisent encore, ça existe toujours en production, le fameux Kanban, le flux tiré, dont l'objectif est en fait de maîtriser le stock et le nombre de pièces qu'on va avoir dans nos usines, justement pour éviter d'avoir trop de gaspillage et maîtriser notre temps de traversée. Et ben dans les projets, ça va devenir la même chose. Nos Kanban, qui s'appellent toujours Kanban, l'objectif, ça va bien être de suivre nos projets et de ne pas lancer ni trop de projets en parallèle, se limiter en nombre de projets et se limiter en nombre de tâches à l'intérieur du projet. Pourquoi? Parce que si on en lance trop, bah c'est comme dans nos usines, si on lance trop de tâches, on va avoir des temps de traversée trop longs et donc des livraisons de moins en moins fréquentes et donc des difficultés pour être au plus proche du besoin client. Donc ça, c'est extrêmement facile à décrire. La grosse difficulté, c'est que ça veut dire qu'il faut faire des choix et avoir cette logique de pivoter en permanence, de faire des choix, de se recentrer sur l'essentiel. Et ça, c'est dans la culture agile avec tout ce qui est définir des produits minimum viables. Toutes ces choses-là qui vont arriver dans un deuxième temps et qui sont aussi des outils complémentaires qui vont nous amener à cette culture-là. Alors, le Lean, on va sortir un petit peu de la partie culture Lean et agile pour dire que oui, Nicolas nous a décrit que le Lean, c'était bien la base de l'excellence opérationnelle. Qu'est-ce qui crée de la valeur pour le client? Le centrage sur le flux, s'écouler de plus en plus vite, avoir des flux qui sont de plus en plus rapides, qu'ils soient de production ou des flux informatiques. Et puis, rentrer dans cette logique de flux tiré et limiter au maximum les gaspillages. Et surtout, pilier important sur la partie qualité, si j'ai un problème, je n'accélère pas le flux, je m'arrête pour comprendre d'où ça vient. Cette logique de résolution de problème, elle est fondamentale dans le Lean. Et puis en parallèle, vous avez le digital qui vous amène de nouveaux outils, de nouvelles opportunités pour améliorer plus rapidement ou en tout cas différemment les flux et puis le pilotage de ces flux-là. Donc ça, le digital va nous servir beaucoup dans nos démarches de transformation en tant qu'outil
Encore faut-il le choisir parce qu'il répond à un problème. Et dans un deuxième temps, le digital va aussi nous aider à réfléchir sur est-ce que je ne pourrais pas créer une autre valeur à mon client maintenant que j'ai d'autres possibilités. Et ça, c'est vraiment le passage de l'économie de produit à l'économie d'usage qu'on vit tous et qui est rendu possible par le digital. Donc tout ça, ça marche bien. Le lean, c'est des outils, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas. Le digital, ce sont également des outils. Mais ça va marcher si on utilise ces outils-là pour résoudre un problème. Et ce problème-là, c'est bien des choses qu'on va aller chercher sur le terrain, sur les acteurs opérationnels. Alors là, on est dans une usine, dans la vision historique du lean, mais on a la même chose quand on est dans des startups ou dans des environnements beaucoup plus administratifs, office, où on va passer du temps avec les acteurs opérationnels dans les projets, justement pour détecter et résoudre leurs propres problèmes opérationnels. Et dans ce sens-là, l'outil va être quelque part tiré par le problème, et là, on va pouvoir avoir une démarche qui donne du sens aux acteurs opérationnels. Donc, c'est tout ça qui va nous intéresser dans nos démarches avec le digital. Alors après, bien sûr, quand on vous parle de digital, vous allez certainement entendre parler d'outils. Ça, c'est une liste forcément non exhaustive et qui est amenée à évoluer tous les jours. Mais vous allez certainement croiser des systèmes comme le RP, hein, bien connu avec un éditeur qui commence par un S et qui finit par un P, sans citer le nom, mais vous avez aussi énormément de systèmes équivalents dont le but est de gérer les actifs dans une base de données centrale, justement pour être capable de piloter. Donc le RP a son sens, il a aussi ses limites. On en parlera juste après. Le management visuel, je crois qu'on a des collègues d'IOBEA autour de la table, et effectivement, le pilotage qu'on avait avant dans les usines, on le verra un peu plus tard, on va aussi le retrouver en mode plus à distance pour s'adapter au projet. On va pouvoir collaborer plus facilement avec des solutions type SharePoint, Teams ou autres, telles qu'on les voit aujourd'hui. Et puis, on va se rapprocher du terrain en se disant, vous allez avoir des solutions type MES pour voir capter les données au plus proche du terrain, données qui vont être captées via des systèmes intelligents plus proche des machines. Et ça va vous permettre de voir l'avancement en temps réel, voire de la partager avec vos propres clients. Et donc de capter encore mieux, de mieux diffuser l'information et d'aller chercher encore mieux l'information de vos clients avec des outils type CRM. Donc vous voyez, les outils, ce n'est pas ce qui manque. La question, c'est par où commencer et quel problème résoudre. Et c'est bien ça qu'on s'attache à faire dans une démarche. C'est bien souvent, on vous présentera le cœur de la démarche tout à l'heure avec Nicolas, mais c'est bien dire, et j'en suis où aujourd'hui dans toutes mes problématiques et par quoi je vais commencer. Et l'outil, qu'il soit lean ou digital, il va être là pour nous aider à résoudre le problème et accélérer de plus en plus nos flux. Alors, parallèlement à ça, c'est une phrase que Nicolas tout à l'heure a repris et je finirai là-dessus. On a des constats qui sont quand même relativement récurrents chez nos clients. D'un point de vue système d'information, on a quand même nos ERP qui sont quand même historiques maintenant, hein. C'est des systèmes qui ont été créés dans les années 70. Et en fait, il se trouve qu'à force de grossir, ils sont devenus très monolithiques, c'est-à-dire qu'ils combinent plein de fonctionnalités. Et en fait, à force d'avoir des fonctionnalités, il y en a toute une partie qui sont inutiles parce qu'elles sont livrées dans le standard. Et puis, il y en a toute une partie qui vous manque parce qu'elles ne sont pas adaptées à vos processus. Donc, en fait, vous allez développer des fonctionnalités supplémentaires, ne pas utiliser, qui seraient possibles, mais qui, globalement, ne sont pas pertinentes pour vous. Donc ça, ces systèmes un peu anciens on montrent leurs limites. Et clairement, j'étais hier chez un client qui avait cette problématique-là, de dire, après 10 ans, je dois changer de système parce qu'il est plus supporté, et redévelopper des fonctions qui avaient été développées en spécifique, et en même temps avoir des fonctionnalités qui vont me servir à rien. Donc, extrêmement compliqué ces sujets-là. Et ça, il va falloir rentrer dans une culture un peu plus agile de gestion de systèmes d'information. Et ça, c'est des choses qu'on aborde assez fréquemment dans nos démarches. Le pilotage des données, les données, Nicolas on a parlé tout à l'heure, on pourrait centrer toutes nos données sur les coûts. C'est malheureusement souvent le cas. Et des données qui sont centrées sur les coûts et sur chaque service, ce qui nous amène un effet très siloté dans les organisations, entre la production qui suit un TRS, entre la vente qui suit un chiffre d'affaires, entre les achats qui suivent des prix de revient unitaires. Et tout ça, ça nous fait des silos et des organisations complexes à piloter. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de BI. Côté supply chain, on retrouve nos fameux ERP qui, par nature et par essence, alors là, je ferai le lien avec des webconf qu'on peut avoir sur le DDMRP, mais des systèmes ERP qui sont complexes et qui génèrent par nature, par essence, des ruptures ou des surstocks, mais rarement des niveaux de stock tels qu'on voudrait les avoir plus justes en fonction pour s'adapter et tirer le flux par rapport à la demande de toute la supply.
Côté production, bah là, par contre, on a bien souvent de nombreux outils informatiques qui sont déployés, des systèmes MES, des systèmes de suivi de panne en temps réel, toutes ces choses-là qui sont effectivement très visuelles, très pratiques, mais bah, malheureusement, en parallèle de ça, on constate que quand on est sur le terrain, bah, des problèmes très simples ne sont pas résolus parce qu'aux interfaces entre les différents services, on retrouve l'effet silo. Et puis pour finir, une ouverture aussi sur une webconf qui sera faite le mois prochain. On va parler de commerce et de finance. Et quel produit je dois vendre quand je suis en limite de capacité? Est-ce que je vais vendre celui qui fait le plus de marge ou celui pour lequel il nous reste le plus de capacité? Et bien ça, c'est des problématiques qui vont clairement être essayées dictées avec notre problématique de pilotage de départ et notre manière même de compter dans l'entreprise. Donc tout ça pour dire que si on continue à raisonner de la même manière, on va générer les mêmes problèmes. Voilà, Nicolas, je te laisse nous présenter un petit peu comment est-ce qu'on aborde toutes ces thématiques-là avant de répondre aux questions. Ah, il faut réouvrir le micro, Nicolas. Mon micro pour ne pas faire d'écho. D'où l'importance, en fait, de pouvoir commencer à transitionner et à changer le mode de fonctionnement de nos entreprises. D'accord. Donc, le point important, c'est de devenir plus performant. Et si réellement, si on veut se transformer, c'est être plus performant. Mais en fait, plus performant sur quoi? Tout est plus compliqué et on a besoin de domaines d'expertise de plus en plus larges. Donc, le centre, quand même, le cœur du système, il ne faut pas oublier, ce sont les hommes qui font tourner nos entreprises. Alors, c'est sûr qu'il y a une part de plus en plus importante au digital, aux outils, à tout ça, mais c'est l'homme. Donc, on va toujours se focaliser quand on va lancer une transformation sur l'humain. Et quoi de plus important pour l'humain que de pouvoir travailler en sécurité et en sérénité? Donc, c'est vraiment le premier gain et la première chose qu'on a en tête lorsqu'on va transformer une entreprise. Il va falloir que les gens puissent trouver un vrai intérêt à changer les choses. Donc, il y a un besoin pour l'entreprise, oui, mais il y a aussi ce besoin pour l'individu de pouvoir avancer, de pouvoir donner du sens à son travail, un peu plus de sens, d'accord, en tout cas, à ce qu'il va faire tous les jours dans ses tâches. Deuxième focalisation hyper importante, c'est le client. On ne peut pas se permettre d'avoir une entreprise sans avoir des clients. Et on a besoin d'avoir des clients heureux à qui on va lui fournir, à qui on va fournir réellement une vraie valeur ajoutée. Donc, en règle générale, qu'est-ce qui intéresse le client? C'est avoir des produits, avoir du service, d'accord, avec une vraie qualité, puis surtout dans les temps. C'est de l'avoir au bon moment. Ce n'est pas de l'avoir après ou de l'avoir trop en avance, c'est de l'avoir juste au bon moment. Donc, cette notion de focalisation de valeur sur la valeur qu'a le client dans ses yeux, c'est très, très important. Et ensuite, si on fait réellement bien ça, inévitablement, et qu'on enlève tous ces gaspillages et tous ces dysfonctionnements qu'on peut trouver dans les entreprises, en se focalisant sur la personne et sur notre client final, eh ben, on va voir naturellement nos coûts qui vont dégringoler, qui vont disparaître. Donc ça, c'est réellement les grands axes qui vont mener une démarche lean, d'accord, à laquelle on va pouvoir rajouter, quand ça va être nécessaire, cette notion de digital et de transformation digitale. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en plus de simplement ces 4 axes-là? Déjà, ça va être un changement managérial, puisqu'on va commencer à piloter et on va commencer à manager d'une autre manière nos entreprises. Donc, en termes de management, en termes de compétences, on va se focaliser sur les mains, donc changer le mode de fonctionnement et d'apprentissage qu'ont les personnes au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La vision de standard que chacun on a en règle générale en se disant le standard, c'est quelque chose de répétitif et qui apporte et qui est un peu frustrant, ça peut être vu aussi comme une opportunité pour changer les choses, à condition, bien entendu, d'avoir une organisation qui est participative et à qui on donne l'opportunité de pouvoir le challenger. Donc, réellement, on va commencer à intégrer d'autres grandeurs, d'accord, d'autres objectifs induits par cette notion de performance SQDC. On voit de plus en plus d'ailleurs arriver d'autres piliers que le SQDC et la notion environnementale. Ça commence réellement à avoir une vraie valeur dans les yeux de beaucoup de clients. Comment arriver à économiser de l'énergie, de la matière,
du temps, tout ça. Donc, ce côté environnemental est de plus en plus important et on commence à lancer certaines initiatives sur ces axes-là qui sont très importantes. Alors, quand on va se lancer dans cette transformation, voilà où on veut aller, mais en fait, comment on va s'y attaquer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une démarche, si on veut transformer une entreprise, qu'elle soit petite ou plus grosse, il faut qu'on ait le support de la direction. Donc, c'est le patron, c'est la direction qui montre l'exemple et qui va donner le chemin. Donc, au démarrage, ça va être réellement un axe top-down, de haut en bas, et qui va pousser, d'accord, réellement, tirer les gens à aller dans cette nouvelle axe-là. Donc, ça va être du top-down. Et ça, il va falloir le suivre et on ne va pas admettre qu'on puisse tirer dans une autre direction que la direction qui est donnée par la direction, par justement le directeur général. Alors, on est beaucoup plus flexible au niveau du terrain, mais c'est vrai que dans ces axes-là, on ne peut pas se permettre qu'un directeur puisse aller à l'encontre de la stratégie de transformer une entreprise. Donc, une fois qu'on a engagé, qu'on engage cela et qu'on a pu avoir le support inconditionnel de la direction, et ben maintenant, c'est le moment de donner le pouvoir aux gens et aux gens du terrain pour pouvoir mener du terrain, des services, d'accord, de l'entreprise pour pouvoir mener cette transformation. Donc, on va commencer à mener certains projets, certains chantiers, et ce sont les gens réellement qui vont faire avec le support de la direction. Donc là, on rentre réellement dans une démarche qui est participative et qui va du bas en haut. Donc en fait, on a une cohabitation entre un support de haut en bas qui vient de la direction et puis une mise en œuvre qui vient du terrain pour la mise en œuvre de tous les chantiers, toute l'amélioration. Alors comment se séquence une démarche d'amélioration? 4 phases importantes. Une première phase qui est une phase de diagnostic des performances, d'accord? Où c'est qu'on en est? Comment ça fonctionne? C'est un état actuel. Donc, on va faire en fait une sorte de résolution de problème à la maille de l'entreprise. Et là, on est vraiment dans les premières phases de mesure et d'analyse. Où c'est qu'on en est? Où sont nos opportunités? Et on va construire avec la direction la feuille de route. Derrière ça, une fois qu'on sait où on est, où on veut aller, cette feuille de route qui est mise en place, elle va se baser sur une montée en compétences, donc des formations, et donc des chantiers pilotes qu'on va commencer à initier, où on a réellement besoin d'avoir du succès. Et puis, une fois qu'on commence à savoir marcher, on va, derrière marcher, on va commencer à courir et à voler. Donc, on va déployer et pérenniser cette démarche par plus de chantiers sur des envergures plus grandes et des chantiers qui sont plus difficiles. Et on va finir par la phase la plus importante qui est la phase de pilotage. C'est comment on va piloter tout ça et s'assurer que ça se maintient dans le temps. Et c'est réellement dans cette phase de pilotage qu'on va intégrer la notion de culture et le changement de fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une démarche qui se fait en plusieurs étapes. Première étape, c'est la notion de diagnostic. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'aller à travers ces étapes assez brièvement et vous montrer en quoi le digital, par exemple, peut aider dans ces transformations-là. Donc, la première chose sur laquelle on va se focaliser quand on va diagnostiquer, quand on va évaluer les performances, c'est le centrage sur les besoins du client. C'est important pour que chacun dans l'entreprise, on sache bien ce qu'on livre comme valeur au client, que chacun puisse contribuer. En parallèle de ça, il va falloir qu'on élimine de tous nos processus toutes les non-performances, tous les gaspillages et tous les problèmes et opportunités qu'on pourrait identifier. Et puis, dernier axe, c'est de voir si ces processus ils sont efficients ou peu efficients. Et le dernier axe, en fait, c'est de pouvoir mettre en œuvre toutes ces choses-là par cette notion de pilotage au jour le jour, de réaction rapide à l'anomalie. Donc, on retrouve tout à fait le lien avec l'agilité à ce niveau-là, que ce soit au niveau du terrain sur des choses qui sont assez simples en général à résoudre ou des choses beaucoup plus complexes au niveau stratégique et orientation de l'entreprise sur des nouveaux axes. Et c'est là justement qu'on va retrouver des outils qui parfois sont déjà existants dans les entreprises quand on arrive, mais pas forcément, mais en tout cas des solutions informatiques qui vont nous aider pour la partie pilotage avec du pilotage à distance sur des organisations quand même de plus en plus éclatées pour
continuer à partager ensemble cette vision commune avec l'intérêt du management visuel tel qu'il est défini dans Lean depuis maintenant des décennies. Sur le centrage des besoins clients, on va avoir 2 outils types qui sont maintenant de plus en plus déployés, des outils type CRM comme Salesforce ou autres, qui vont nous aider pour capter, voir quelles sont les infos qui remontent des clients, lesquels pouvoir contacter, quels sont les principaux retours, avec toute la partie business intelligence pour récupérer toutes nos données un petit peu à droite et à gauche et les recentrer sur les flux et sur la vision des clients sur chacun de ces flux. Et puis, dans les activités, on va retrouver nos outils type MES ou capteurs intelligents, qu'on appelle vulgairement IoT en anglais dans le texte, mais qui en fait vont nous aider à capter de la donnée, mais capter de la donnée sans sens, et on va essayer de leur donner du sens justement avec de la BI dans un premier temps, et voir ce que ça donne en termes de gaspillage. Et puis tout ça, c'est piloté dans des ERP, comme vous dites tout à l'heure, qui sont plus ou moins récents ou anciens, avec plus ou moins de fonctionnalités. Et ces choses-là, ce sont des thèmes qu'on doit aborder en phase de diagnostic, justement pour voir quels sont les leviers, qu'est-ce qui pourrait être fait mieux demain et quels sont les freins aujourd'hui en termes de digital. Donc voilà, une vraie complémentarité entre l'approche, le diagnostic et puis tous les outils digitaux qu'on a derrière et qui sont forcément à intégrer dans nos organisations, parce qu'aujourd'hui, on ne saurait plus vivre dans des flux aussi rapides sans ça. Voilà pourquoi il faut les intégrer. Alors, en lien avec le Lean aussi et le digital, en fait, quand on va déployer ces transformations, qu'on va mettre en œuvre ces transformations, alors c'est vrai qu'on va s'appuyer sur du concret, mais on va s'appuyer aussi sur des principes, et les principes du Lean. Donc, on va retrouver à travers plein d'outils digitaux que va vous présenter un tout petit peu, va vous parler Michael, ces 3 principes qu'il faut toujours avoir en tête. Le juste nécessaire, d'accord? Donc, on n'est pas là pour complexifier et rajouter des choses qui sont inutiles. Ne faisons que ce qui est nécessaire et qui nous rapporte tout de suite une grosse amélioration. Restons simples. Et la digitalisation ne va pas à l'opposé de la simplicité, puisque avant de digitaliser quelque chose, il faut d'abord le simplifier au maximum. C'est une des questions qu'il y a eu dans la conversation, Nicolas. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu un petit peu tout à l'heure, j'en profite parce que je l'ai vu, donc j'en profite tout de suite pour répondre à ça. Donc, on utilise réellement ces notions de Lean, de simplification des processus, pour avoir quelque chose de simple, pour derrière donner toute la puissance réellement au numérique. Parce que mettre quelque chose de digital, des workflows sur des processus où il y a 100 ou 200 étapes, ça ne fait que complexifier la chose. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut réellement. Donc, le digital, il est là pour aider et pour répondre à certaines choses et non pas pour rendre plus difficiles les choses. L'intelligence collective, les notions d'agilité, c'est ensemble qu'on travaille, c'est du participatif et ce n'est pas le résultat d'une pensée unique, mais de plusieurs cerveaux qui vont se challenger. D'où la notion aussi de challenge et de remise en cause qui sont tout à fait permanentes et qui sont en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Si on ne se remettait pas en cause, on ne changerait pas. Donc, on est là pour pouvoir s'adapter rapidement aux besoins de plus en plus changeants de notre environnement. Et donc, sur chacun des piliers, quand on parle de juste nécessaire et de chasser les gaspillages, et vous retrouvez la notion de standard que décrivait tout à l'heure Nicolas. Donc, du coup, l'intérêt ici, c'est de se dire que vous allez avoir des standards qui vont se multiplier dans l'organisation. Et le but, c'est quand même de les remettre en question au bon niveau, le plus proche possible du terrain, par les acteurs eux-mêmes. Et si on veut que ça puisse se faire de manière la plus fluide et la plus rapide possible, la digitalisation va nous aider. Mais ça, dans un deuxième temps, je réinsiste sur ce que disait Nicolas. D'abord, avoir compris l'intérêt de la notion de standard et surtout qu'il soit géré au niveau du terrain, en tout cas au niveau de ceux qui ont la compétence et l'autorité, les moyens, et pas en top-down tel qu'on pourrait parfois le percevoir avec le mot standard. Et puis la pertinence des données récoltées sur le terrain, ça va nous aider pour aller chercher des données sur les machines directement. Encore une fois, faisons simple d'abord et après on va chercher des données plus complexes. Il faut faire attention parce que les données, effectivement, on parlait de simplicité, parfois la donnée maintenant coûte peu cher. Et ce qu'on cherche, c'est pas amener un outil qui capte de la donnée, c'est chercher les données pertinentes qui sont dans nos flux pour rendre visuelle celle-ci et uniquement celle-ci. Et puis l'intelligence collective, alors là, 2 axes majeurs, on en parlait, on reverra juste après. C'est partager les données dans des univers BI pour que chacun puisse comprendre l'activité globale de l'entreprise et pas être centré uniquement sur son périmètre. Et tout ça, que ce pilotage-là puisse aussi se faire en transverse. Alors, on verra que les panneaux Velleda restent dans nos usines et dans nos entreprises. Parfois, il faut les digitaliser pour avoir le côté transverse et intelligence encore plus collective
avec des solutions management visuel type IOBA ou autre éditeur avec qui on peut travailler. La remise en cause permanente. Et bien maintenant qu'on a capté les données qui sont pertinentes, il y a peut-être d'autres données qui n'étaient pas encore identifiées, mais qu'on va devoir aller chercher pour améliorer la compréhension de nos flux, de nos activités, de nos machines, de nos process, de tout ce qui se cache derrière nos ordinateurs. Et puis, une fois qu'on capte de plus en plus de données, il va falloir l'interpréter de manière de plus en plus fine. Et c'est là qu'on va rentrer dans la notion de big data pour avoir des algorithmes qui vont nous permettre d'anticiper encore de plus en plus notre activité et de voir de plus en plus clair l'horizon. Donc la notion de big data et d'intelligence artificielle, elle va arriver dans cette partie remise en cause permanente. Alors, une fois que ce diagnostic et ces principes ils sont réellement mis au centre du terrain, je dirais, il y a un moment, une fois qu'on a fait le bilan, il va falloir établir un petit peu une feuille de route par rapport à là où on veut aller. Donc, on va regarder les différentes opportunités. On va utiliser certains outils très simples, comme de la matrice effort impact. Ce qui est important dans ces diagnostics, et c'est des premières phases avant d'établir la feuille de route, c'est que tout le monde puisse se retrouver dans ce diagnostic et dans cet état des lieux. L'idée, c'est au-delà de trouver des opportunités, c'est que tout le monde soit d'accord sur ce qui fait réellement mal à l'entreprise. Alors que ce soit en termes de flux, en termes de pilotage. Et tout à l'heure, il y avait une petite question sur la notion de confiance. Ouais, il faut que les gens se mettent à parler ensemble, ouais, inévitablement. Et c'est tout le grand enjeu de mener une transformation. Il y a un côté technique, oui, mais vous aurez beau faire n'importe quoi d'un point de vue technique, si vous n'emmenez pas les gens avec vous, vous n'y arriverez pas. Donc, la vraie clé, c'est comment on accompagne ce changement, et notamment comment on accompagne le changement avec des nouvelles technologies qui arrivent, des besoins nouveaux et des solutions qui sont aussi nouvelles. Donc, là, on vous parle pas mal d'outils, on dit l'humain, il est au centre, mais c'est un vrai accompagnement du terrain jusqu'aux directions, puisque c'est par ce pilotage et cet alignement des ressources qu'on va arriver à un résultat. Donc, pour établir ces feuilles de route aussi, on peut avoir, à certains moments, avoir à utiliser, je dirais, des outils qui sont digitaux et qui vont nous aider à mieux présenter et à mieux partager, je dirais, l'état actuel et puis surtout où on veut y aller et comment on va y aller. Oui, alors là, c'est juste un exemple. On va accélérer un petit peu pour pouvoir tenir un petit peu, faire avoir du temps pour répondre aux questions. On parlait de business intelligence tout à l'heure. L'objectif, c'est réconcilier tout le monde autour de données qui sont pertinentes pour tous. Et ces données pertinentes, ce sont celles qui sont issues du flux en général de nos activités. Ce qu'on veut éviter, c'est tous les fichiers Excel qu'on peut avoir dans chacun des services avec un suivi des coûts unitaires dans chacun des services. Si je le fais très simple, entre une usine qui va suivre le TRS de ses machines et le taux d'occupation de ses actifs, de ses machines, qui est bien sûr important, et puis des ventes qui vont suivre un chiffre d'affaires et des marges. Parfois, aller chercher plus de chiffre d'affaires et plus de marge, ça peut venir dégrader un TRS. Et puis peut-être que le marketing va vouloir lancer un nouveau produit parce qu'il y a un objectif de time to market pour aller vite dessus et que le produit qui va arriver va aussi impacter le TRS. Donc en fait, c'est tous ces objectifs-là qui, s'ils sont suivis unitairement et de manière un peu silotée, vont venir impacter notre flux. Et si on ne fait pas attention, chacun va vous expliquer qu'il est globalement assez fort, mais que finalement, votre flux il est en train de ralentir et vos clients sont en train de ne pas être satisfaits. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Et c'est là qu'on change la manière de voir les choses dont parlait Nicolas et se centrer sur les données. Et la BI nous permet d'aller capter les données partout dans l'organisation assez rapidement avec des outils type Power BI, ClickSense ou autres. Les outils, encore une fois, ce n'est pas ce qui va manquer. Alors, derrière, une fois qu'on est d'accord sur notre diagnostic, l'état des lieux et sur notre feuille de route, on va commencer à mettre en route réellement cette feuille de route, d'accord, avec deux grands axes. Un axe formation, montée en compétences. Donc là aussi, c'est vraiment important parce que l'objectif réel, c'est que l'entreprise puisse apprendre par elle-même. Donc là, on a des outils et la période du Covid nous le montre où concrètement, il y a plein d'outils digitaux qui arrivent pour nous permettre de pouvoir commencer à former à distance et à prendre de plus en plus de compétences. Alors c'est vrai que comme le précise Nicolas, nous on avait déjà des offres, nous aussi chez XL on doit pivoter en permanence.
Mais ceci dit, tout ça, c'était des choses qui étaient lancées bien avant le Covid. Le e-learning existait déjà et forcément se déploie en ces périodes où on est tous chez nous. Et puis la formation online qui, elle, vraiment a pris tout son essor pendant le Covid avec des outils collaboratifs qui nous permettent de faire les jeux qu'on avait en présentiel, mais à distance, avec du Teams, avec de l'IOBA, avec des outils vraiment hyper collaboratifs. Et donc tout ça, ça nous permet de rester certifiant et certifié pour avoir des formations de qualité, y compris à distance. Il manque les repas, c'est vrai, c'est le seul truc qu'on n'arrive pas à remplacer, mais par contre tout le reste y est. Et donc, dans la démarche, une fois qu'on a commencé à former, d'accord, on va mettre en place différents chantiers. Donc là, on reste très terrain. À certains moments, moi, ça m'est arrivé d'animer des choses avec des personnes qui sont sur différents sites, en fait. Et il y a des problématiques entre différents sites. Alors, au lieu de tous se rassembler à un endroit avec les coûts, avec les déplacements, avec tout ce qu'il y a, quelquefois, ça peut être intéressant de partager des meilleures pratiques justement par tous les outils participatifs qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, dans nos formations, où on simule de vrais chantiers, de vraies opportunités, les gens peuvent travailler à distance grâce notamment à OBEA, qui est un outil de pilotage, mais un outil participatif pour pouvoir mener à bien ces formations-là. Donc, on a réellement des choses maintenant pour pouvoir mener soit en présentiel lorsque c'est réellement important, soit lorsqu'il y a des dimensions plus importantes à distance, d'utiliser des outils qui sont distanciels. Donc, la notion de pilotage, une fois qu'on a mis en place ces chantiers, c'est qu'il va falloir commencer à piloter la démarche. Et le pilotage de l'amélioration, à terme, ce qu'on veut, c'est que l'entreprise, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, elle s'améliore. Donc, on va transformer le pilotage de la démarche d'amélioration vers le pilotage de l'entreprise. Et c'est là qu'on va réellement commencer à intégrer le changement culturel au sein de l'entreprise. Donc, peut-être quelques mots, Mika, sur ce qu'on peut faire en termes de pilotage et de management. Oui, il y avait une question, du coup j'anticipe aussi sur les questions, il y avait des questions sur est-ce que finalement quand on fait du management visuel, est-ce qu'il y a intérêt de faire aussi du digital, sachant que le principe c'est quand même encore une fois la simplicité. Le principe des outils type IOBEA, effectivement, c'est de reproduire la simplicité du lean dans le digital. Donc globalement, nous on utilise typiquement en formation avec une prise en main qui est quasi instantanée par les stagiaires quand ils se connectent pour la première fois dans la salle pour venir poser des post-it comme sur un vrai paperboard et puis les bouger, les combiner ensemble pour simuler des flux. Donc la simplicité, le but de l'agilité dans l'informatique, c'est aussi de reproduire la simplicité pour l'humain. C'est ça quand même qui est derrière. Donc oui, on y arrive. Oui, il faut bien choisir par rapport à nos problèmes. En tout cas, nous, on ne regrette pas ce choix-là, par exemple. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça va à l'encontre des tableaux simples qui sont toujours dans nos usines et aussi dans nos bureaux. Des panneaux Velleda tout simples qui fonctionnent toujours très bien. Et j'ai des clients chez qui, dès qu'on est sur des animations intervalles courts dans le service, ils veulent avoir leur tableau à côté et ça leur parle. Et dès que ce sont du pilotage interservice, alors là, à ce moment-là, on va passer sur du digital pour que chacun puisse avoir dans son propre environnement sa vision partagée avec les autres services. Donc, il n'y a pas de... On reste sur du simple et en tout cas, on choisit en fonction des contraintes opérationnelles et physiques. On part d'un problème et on amène une solution et pas l'inverse. Il est vraiment important de se dire qu'à chaque fois qu'on met en œuvre quelque chose, c'est pour répondre à un besoin. Si on met en œuvre quelque chose qui ne répond pas aux besoins, inévitablement, ce n'est pas quelque chose qui va perdurer parce que ça ne nous aide pas. Donc, il faut qu'il y ait un besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a aucune nécessité à utiliser la chose. On veut éviter, c'est le chantier. Ouais, exactement, Nicolas. C'est le chantier qui démarre par je veux mettre en place tel outil. Nous, la première question, c'est pourquoi. Donc, on en est réellement au cœur de la démarche. En fait, c'est cette notion d'accompagnement. Donc là, on parle d'outils techniques, mais ce qui est vrai, ce qui est important, et nous, en tant que XL Conseil, quand on suit une entreprise et on l'aide à se transformer, on passe beaucoup de temps sur l'humain. D'accord? Donc, c'est un vrai accompagnement. C'est des vrais changements, donc différents types de changements, des changements qui peuvent être de compétences, on acquiert de nouvelles compétences, ou alors aussi des changements en termes de position et de positionnement managérial. Vous avez des gens qui viennent du terrain, qui sont passés chefs d'équipe ou managers et qui ont toujours cette notion de technique, mais qui obligatoirement n'ont pas toujours pu acquérir ces notions de management. Donc, c'est important de pouvoir suivre,
accompagner et faire en sorte que ces personnes-là qui ont une vraie valeur puissent s'épanouir dans leur nouveau job. Il y a deux remarques, du coup, Nicolas, sur lesquelles je voulais revenir parce que ça fait écho à ce que tu dis. C'est des personnes qui. C'est Florence qui nous dit qu'elle a démarré une démarche au sein du département et que ça, effectivement, on sent que ça va prendre du temps. Mais effectivement, c'est la culture qui va prendre du temps. Mais la culture, elle doit aussi se nourrir de court terme qui montrent que c'est la bonne manière de faire. Donc oui, ça prend du temps, mais ça se fait pas à pas et ça doit perdurer. C'est ça, si on veut que ça dure. Alors, c'est pas non plus qu'en mettant des gens dans une salle et en les accompagnant. Ce que dit Mika, c'est il faut du résultat. Il faut être convaincant. Il faut que ça apporte quelque chose. Parce que si ça apporte rien, convaincre par la preuve. Merci pour. Il faut qu'il y ait des preuves. Il faut que ça marche. Donc, c'est pour ça que les premières phases et les premiers chantiers sont hyper importants. Parce qu'on va se focaliser sur des choses qui ne sont pas toujours les plus difficiles, mais qui réellement impactent l'environnement et la manière de fonctionner de l'entreprise à différents niveaux. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est dans la manière de faire qu'on va commencer à changer cette notion culturelle, la notion de piloter et d'inclure les gens dans le changement. Ça nécessite un autre positionnement managérial qui est plus une position de coach-manager que plutôt de manager directif qui dit à son équipe quoi faire. Il y a une petite remarque qui me plaît bien, excuse-moi Nicolas, mais preuve égale speak with data, que j'aime beaucoup. Du chiffre, des KPI, des stats, oui, mais par contre des données et des datas pertinentes. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a aussi des datas qui sont là en profusion. La question, c'est lesquelles on sélectionne et lesquelles on pilote. Mais oui, bien sûr qu'il en faut de la preuve et qu'il faut de la data pour justement démontrer que ça fonctionne. Merci pour la remarque. Voilà, donc tout ce qu'on a vu comme outils jusqu'à présent, vous voyez, ces outils digitaux, ils sont dans la continuité dans ce qu'on met en œuvre pour pouvoir aller plus loin, des choses simples, mais qui vont encore plus vite. D'accord, donc on n'oublie pas de simplifier, d'éliminer tous les gaspillages et tous les dysfonctionnements de notre processus avant de pouvoir commencer à digitaliser ou mettre quoi en œuvre. Donc je dirais c'est simplement une extension de ce qu'on fait. Par contre, on se rend compte qu'aussi avec le digital, ça nous apporte des armes qui sont tout à fait différentes et qui nous permettent de voir les choses de manière différente. Par exemple, si on prend le 5S, effectivement, avec nos fameuses boîtes mail qui ont tendance à déborder, on pourrait aussi s'interroger sur la pertinence de tous les mails qu'on reçoit, mais ça c'est un autre débat. Néanmoins, le principe, c'était de tout classer dans des dossiers et d'avoir une boîte mail qui est vide. C'est vrai qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche qui sont intégrés directement dans vos outils pour gérer les mails font que la recherche elle est instantanée. Dès que vous pensez à une chose, vous la retrouvez instantanément. Si vraiment vous avez envie de les mettre dans des dossiers, vous pouvez les classer automatiquement. Et puis si vous voulez limiter les gaspillages dans le temps, vous pouvez aussi décider de les archiver ou de les supprimer tous les ans en automatique. Donc tout ce qu'on faisait avant de manière récurrente, c'est des choses qu'on peut complètement automatiser et faire en sorte que notre cerveau soit libéré de ça. Ça veut dire qu'il faut quand même l'organiser au départ et réfléchir à comment le faire, bien sûr. Mais néanmoins, après, l'outil va vous aider et va vous faire le reste pour vous. Alors, un autre exemple, c'est de se dire, on est confronté à certaines problématiques, d'accord. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le monde est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de données, et il y a de plus en plus de choses qui impactent sur nos processus. Donc, jusqu'à présent, on a toujours des méthodologies qui sont extrêmement performantes en termes de Six Sigma qui nous permettent de résoudre ces problèmes complexes avec une certaine méthode qu'on appelle le DMAIC. En fait, on pourrait réellement se poser la question maintenant avec l'arrivée du big data et de l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus pragmatique et qui permette déjà de rapidement pouvoir mettre en œuvre et de trouver des modèles qu'on peut visualiser tout seul, qui peuvent se visualiser rapidement et qui parlent à tout le monde. Donc, on n'arrive pas dans l'utilisation d'outils statistiques, mais c'est réellement une utilisation d'outils et de résultats qui nous permettent d'arriver sur la bonne voie. À titre d'exemple, il y a une vingtaine d'années, il y a un gars qui était venu nous voir dans la boîte dans laquelle je travaillais, et d'ailleurs qui a été racheté par le Rafale, par Dassault Systèmes en fait, et c'était réellement les démarrages. Il nous avait demandé, donnez-moi toutes les données que vous avez dans votre entreprise, et moi je vais essayer de vous dire quelles sont réellement les données d'entrée, les facteurs influents qui influent sur votre business pour vous rendre plus rentable ou avoir des clients qui soient plus performants. Donc, on était déjà là-dedans il y a une vingtaine d'années. C'est quelque chose maintenant qui devient de plus en plus nécessaire parce qu'on veut des choses simples et on ne peut pas passer notre temps
à aller dans le détail du détail du détail du détail. Alors, quelquefois, c'est tout à fait nécessaire, mais utilisons les outils qui nous permettent d'avancer plus vite. Donc, c'est un autre exemple et ça remet en cause réellement notre manière de penser. Et quand vous regardez maintenant tous les objets qui peuvent être des objets connectés et tout ce qu'apporte le digital, on ne sait même pas ce qu'on peut faire de tout ça encore. On n'a encore pas toutes les idées. J'avais un gars qui me disait avec les lunettes Google, en fait, dans les supermarchés, les gars, quand ils vont dans le supermarché, automatiquement, on pourrait détecter les différents niveaux de stock qu'il y a et non plus faire d'inventaire. Et que automatiquement, on donne l'information à la personne qui va réalimenter les bons niveaux de stock. Et je parle de ça il y a déjà quasiment 10 ans, quoi. Donc, le digital, il nous amène à penser de manière différente. Donc, il faut intégrer ça et voir comment on peut intégrer ça dans nos démarches. Alors, encore une petite parenthèse avant d'arriver sur les questions, et on passera tout de suite sur les questions. Alors, pour beaucoup, le lean, ouais, c'est le papier, c'est le terrain. Oui, on est d'accord avec tout ça. C'est simplement de se dire, le lean aussi, c'est les meilleures pratiques. Et ce serait très, très réducteur et vraiment à l'opposé du lean que se dire qu'utiliser des meilleures pratiques en termes de digital, il ne faut pas y penser parce qu'il y a un principe qui nous dirait, il y a quelqu'un qui aurait dit que le papier, c'est bien, quoi. Donc, le digital, ça fait partie des meilleures pratiques et ce serait un tort de ne pas aller l'utiliser à bon escient pour répondre à nos problématiques. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelques questions. Alors, on a déjà traité un certain nombre de questions au fil de l'eau, puisque c'est l'avantage par rapport à avant, pour le coup, parce qu'on avait un autre outil de type, et c'est vrai que là, pour le coup, on peut les traiter au fil de l'eau. Donc, il y en a quelques-unes, une notamment, une personne qui nous dit je travaille dans une administration publique, pardon, et le lean prend sa place doucement mais sûrement. Bah, la réponse est est-ce que ça peut fonctionner? Bah, bien sûr que ça peut fonctionner. La méthodologie, elle n'est pas à remettre en question dans le sens où si on arrive à donner du sens, à expliquer pourquoi et à embarquer tout le monde, et c'est bien là la difficulté, ça prend du temps, mais c'est moins rapide que d'aller directement avoir une approche par les coups. Néanmoins, on va beaucoup plus loin. Un petit exemple parlant, on est face au Covid, quoi. Donc, on parle souvent des hôpitaux et ouais, c'est une administration. Et souvent, on a pu, en tout cas personnellement, souvent on entend parler, attention, les coûts sur les hôpitaux, on essaie de résoudre les coûts. Moi, je pourrais vous parler d'un hôpital où leur focalisation n'a pas été de réduire les coûts, mais d'apporter plus de valeur aux patients qui y étaient. D'accord. Et donc, de dégager du temps aux soignants pour passer avec les patients. La conséquence de ça, c'est qu'ils ont gagné tellement de temps, d'accord, c'est qu'ils ont pu accueillir plus de patients. Et les gens ont pu faire réellement, les soignants, leur travail comme ils le souhaitaient, comment ils pensaient que c'était bon de le faire. Donc, vous voyez, il y a du gagnant-gagnant. Par contre, il faut l'accrocher du bon côté. Dans les administrations, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Il y a toujours un besoin. Il faut identifier le besoin où il est dans l'organisation, d'accord, et dans ce quoi les gens viennent faire dans cette entreprise-là. Encore peut-être une petite question. Moi, j'ai vu une question sur les standards. Le digital, le standard, ouais. Aujourd'hui, on parle souvent de standards avec des photos, avec de l'écrit. Alors, on dit qu'il faut que ce soit le plus simple possible. Donc, le plus simple, il y a quelques temps, c'était les photos. Puis, il faut les mettre à jour, il faut les écrire, il faut les déposer. Maintenant, vous avez les vidéos. Ça prend 30 secondes. Vous prenez la vidéo, vous la postez, vous mettez le lien, c'est fini. Voilà la meilleure pratique et voilà le nouveau standard. Et c'est des choses en plus que les gens maintenant savent manipuler de plus en plus, notamment les jeunes. Donc ça permet d'être plus réactif et de s'adapter plus rapidement. Donc voilà, c'était une petite question pour répondre aux standards qu'il y avait en début. Et on va prendre une dernière question sur peut-on se fier sur le digital tant qu'il y a autant d'interventions humaines, point d'interrogation, avec les risques de saisie qui vont bien? Alors effectivement, on est dans le bon du premier coup que disait tout à l'heure Nicolas, dans la qualité de la donnée. Avant de lancer des actions, il faut s'assurer que nos données sont pertinentes et qu'elles soient justes et fiables. Au passage, une bonne partie des outils qui arrivent maintenant partent aussi du principe qu'on a un outil très connu dans le monde de l'industrie qui s'appelle Excel. Excel, c'est un outil hyper puissant. On ne remet pas ça en question, qui peut faire plein de choses. Par contre, si on voyait le nombre, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que globalement, vous avez 1% des cellules qui sont avec des erreurs et qui engendrent en fait des prises de décision qui sont pas les bonnes derrière dans les organisations. Donc oui, Excel, c'est un bon ami pour prototyper, pour comprendre, mais dès qu'on est dans du récurrent, dans des choses de processus, alors à ce moment-là, il faut trouver des outils plus appropriés pour éviter ces erreurs-là.
Et si on se base que sur des outils comme ça trop génériques, on a effectivement des soucis, mais qu'on va traiter sous forme de résolution de problèmes. Parce que le digital amène aussi des problèmes digitaux qui n'existaient pas avant. Bah ouais. Et des montées en compétences pour le personnel qui utilise. Voilà, donc on arrive à la fin de notre conférence. C'est ça. Pas de questions en tout cas. Merci pour… En tout cas, Nicolas et Mickaël, pour votre présentation. Du coup, c'est vrai que c'est pratique parce que vous avez pu répondre à pas mal de questions en direct. Donc, ça permet, du coup, quand c'est le sujet justement de répondre directement. Donc, c'est bien mieux. Juste pour terminer, du coup, je vous présente juste une dernière slide pour vous parler de nos prochaines dates de webconférence d'ici la fin de l'année. Donc, nous aurons une webconférence le 27 novembre sur Finance et Lean, des synergies nécessaires. Et nous aurons une dernière webconférence pour 2020, le 18 décembre, sur justement la présentation de nos nouveaux parcours e-learning en Lean et Lean Six Sigma, qui devrait du coup arriver début 2021. Donc voilà, j'en dis pas plus. Et du coup, merci beaucoup Mickaël et Nicolas pour votre présentation. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous et belle fin de semaine à tous. Au revoir. Ciao, ciao, à bientôt. Merci.